On peut industrialiser la création de start-up, là où un entrepreneur classique va peut-être faire 2, 3, 4 tentatives dans sa vie. Tu vois, nous, en quelques années, on en fait des dizaines. On s'est spécialisé dans plusieurs domaines qui font du sens pour nous. La santé, comment on soigne mieux, l'agriculture, comment on produit mieux, comment est-ce qu'on s'assure d'avoir une forme de souveraineté européenne et française, que ça soit dans l'alimentaire ou dans d'autres domaines. Olivier, ravi de te recevoir aujourd'hui sur le podcast Strigou, qui est lié à l'agritech en France. On est très heureux de te recevoir aujourd'hui. Tu es un multi-entrepreneur dans le domaine de l'agritech et dans d'autres secteurs aussi, notamment en ayant fondé un startup studio dont tu vas nous parler aujourd'hui. Donc écoute, merci à toi d'être ici aujourd'hui et de partager avec l'ensemble de la communauté ton expérience. Merci beaucoup de m'inviter. Et avant de passer justement d'en apprendre plus sur le startup studio que tu crées, sur les différentes startups que tu as pu créer, on aimerait en apprendre un peu plus aussi sur ton parcours et sur ce qui t'a amené à investir ton temps, ton énergie, ton expertise dans ce domaine-là. Eh bien, écoute, moi, j'ai une formation d'ingénieur, hein. À la base, j'étais pas forcément destiné à aller dans l'agriculture, comme ça, de par mes études propres, même si, bon, c'est un sujet qui m'intéresse depuis longtemps, mais c'était de l'intérêt comme beaucoup de gens. J'ai commencé ma carrière dans du conseil en stratégie chez McKinsey quelques années, et ensuite, j'ai rejoint un groupe qui s'appelle Rocket Internet pour créer des startups avec l'équipe de Rocket, ici à Paris et en Afrique, ce qui a été une expérience fantastique en termes d'apprentissage du lancement d'entreprises dans le cadre d'un studio qui lance plusieurs entreprises en batterie. Et ça nous a amené à créer TechnoFounders, donc notre startup studio, quelques années plus tard, avec cette conviction qu'on peut industrialiser la création de startups avec un axe très particulier qui est la deep tech. C'est-à-dire que nous, notre enjeu, c'est d'aller identifier des technologies dans des laboratoires de recherche et de faire passer ces technologies de la paillasse du labo à un produit sur le marché. Ce qui est un travail qui demande à la fois une compréhension scientifique des innovations, pour être capable de comprendre la science, et en même temps une compréhension des problématiques terrain de nos clients ou des clients des startups pour comprendre est-ce qu'il y a un produit ou un service à créer qui va répondre à un vrai besoin. Que ce besoin soit réel immédiat, mais plus souvent que ce besoin émerge dans 3, 4, 5 ans. C'est ça l'exercice qui est compliqué mais passionnant à faire. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on a créé TechnoFounders. On travaille avec beaucoup d'instituts de recherche, dans l'agriculture mais pas que, pour identifier ces technologies et ces équipes de recherche avec lesquelles on s'associe en général pour créer des startups, en tout cas des jeunes entreprises qui potentiellement peuvent devenir des startups, dont certaines dans l'agriculture. On s'est spécialisé dans plusieurs domaines qui, je dirais, font du sens pour nous. Donc, c'est-à-dire le domaine à la fois la santé, comment on soigne mieux, l'agriculture, comment on produit mieux, et puis on a une branche souveraineté, comment est-ce qu'on s'assure d'avoir une forme de souveraineté européenne et française, que ça soit dans l'alimentaire ou dans d'autres domaines. C'est les 3 thèmes qui nous tiennent à cœur. Et donc naturellement, donc j'ai créé ce studio avec 2 autres associés il y a maintenant 10 ans, et on a créé un certain nombre de startups, dont 3 dans l'agriculture. Et on pourra, je pense, rentrer un peu dans le détail sur comment c'est lancé là-dedans. Mais c'est assez fascinant. Et peut-être que le concept de startup studio parle pas à tout le monde, mais du coup, c'est ce que tu décrivais, une industrialisation de la création de startup qui permet de pouvoir apprendre. C'est ça, en fait, au-delà d'apprendre, mais le terme de l'apprentissage est bon, c'est plutôt que ça permet de ne pas, ou d'essayer de ne pas refaire les mêmes erreurs plusieurs fois. C'est-à-dire que là où un entrepreneur classique va peut-être faire 2, 3, 4 tentatives dans sa vie, tu vois, nous, en quelques années, on en fait des dizaines. Et on voit surtout des dizaines de projets sur lesquels on ne se lance pas. Donc, on évite un certain nombre d'écueils des premières années qui font soit éviter d'aller dans le mur, de faire un projet qui, en fait, dès le début est mort-né, soit ça permet d'arrêter rapidement des projets qui n'ont pas d'avenir. Parce que on a mal évalué le marché, parce qu'on a mal évalué la promesse client, parce que finalement, la technologie ne délivre pas sa promesse. Voilà, il y a plein de raisons qui peuvent amener au fait qu'il faille s'arrêter. C'est plus facile de s'arrêter dans un cadre de studio ou de réorienter qu'en solo. C'est ça qu'on fait, et c'est ça que viennent chercher les investisseurs qui investissent à travers des studios et les entrepreneurs qui n'ont jamais. Parce que effectivement, du coup, sur la manière opérationnelle, on va dire, dont ça fonctionne lorsque vous créez cette startup-là, alors je sais pas de quelle manière tu vas pouvoir nous l'expliquer, vous vous associez avec des académiques pour faire justement ce pont entre le monde de la recherche et puis le monde industriel, on va la dire, et vous apportez justement cette expertise sur ce côté industriel, avec en plus la compréhension du coup des problématiques techniques donc c'est vous qui allez porter derrière ce projet-là vous-même, toi et tes 2 associés. Tout à fait, et notre équipe. Et votre équipe. En fait, concrètement, on travaille avec des instituts de recherche, la plupart des grands instituts de recherche en France,
soit directement des instituts de recherche, soit ce qu'on appelle des organismes de transfert technologique. Il y en a pas mal en France, qui sont là pour aider les laboratoires à formaliser l'innovation. Donc ça, c'est ça leur rôle. Et donc, c'est des partenaires très importants pour nous, mais comme pour beaucoup d'acteurs dans l'innovation. Ça permet d'avoir des briques innovantes un peu cadrées. Et nous, on travaille sur ces briques d'innovation pour les comprendre et se dire est-ce que oui ou non on peut construire un projet d'entreprise crédible. Donc typiquement dans l'agritech, on voit beaucoup de soit de nouvelles molécules, soit de projets d'équipement agricole, ce genre de choses. Et là, donc en général, on va s'associer avec l'équipe de recherche qui va soit être conseil scientifique parce que en fait, ce qu'ils aiment faire, c'est de la recherche, et donc ils restent dans un laboratoire, et le laboratoire continue à collaborer avec la startup tout au long de sa vie. Soit une partie de l'équipe de recherche peut rejoindre la startup opérationnellement parlant, ce qui est un changement de vie, hein. On fait un changement de mission assez important, mais ça peut être la volonté de certains chercheurs. Donc dans ce cas-là, on s'associe encore un peu plus fortement, et nous, effectivement, on prend les rênes opérationnelles de la société qu'on crée, et au bout de quelques mois, années, ça dépend un petit peu du sujet. Une fois que la société est assez dérisquée, on vient renforcer l'équipe de direction de manière à ce qu'elle soit le plus vite possible autonome. Et notre rôle passe d'un rôle très opérationnel à un rôle beaucoup plus classique d'investisseur, parce qu'en plus de cet apport en bras, on investit, bien sûr, on met des capitaux dans les sociétés qu'on crée de manière à ce qu'elles aient les moyens de se développer. On le fait seul au début, puis avec d'autres co-investisseurs, de manière tout à fait classique, hein, comme n'importe quelle startup, au cours de leur vie. Voilà, donc notre rôle, il est assez particulier et il est, en tout cas nous, c'est notre conviction, assez pertinent sur la deep tech, parce que c'est des projets qui en général demandent un temps long, donc une prise de risque en fait assez tôt, prise de risque financière et de temps assez tôt, ce qui correspond bien au modèle de studio, parce qu'il faut des gens à la fois expérimentés, parce que comme c'est des projets très ambitieux, pour éviter les grosses bêtises, il vaut mieux avoir déjà eu pas mal d'échecs. Or, c'est des projets deep tech, donc qui vont faire du chiffre d'affaires au bout de pas mal d'années. Si on veut pas faire des levées de fonds gigantesques, il faut quand même être capable d'amortir ce temps. Et or, on a besoin de profils quand même très expérimentés au départ pour pas perdre de temps. Donc, c'est une équation qui est difficile à résoudre en deep tech. Le modèle du studio permet d'y répondre. C'est pas le seul, hein, il y a plein de manières de faire, mais en tout cas, on est assez convaincus. Et pour l'agriculture, je pense que c'est un modèle qui est assez pertinent dans le sens qu'il faut être capable de faire 4-5 années de R&D en réalité souvent pour pouvoir arriver sur le marché avec des solutions crédibles qui ont suffisamment de recul, et tenir 4-5 ans de R&D même avec une petite équipe, il faut quand même suffisamment de financement, et donc si on perd par manque d'expérience, si on perd 1 ou 2 ans, ça peut être fatal à une société, ce qui est dommage. Donc c'est là où le modèle de studio a un intérêt. Il permet de gagner 1 ou 2 ans ou d'éviter certaines erreurs. Ça ne veut pas dire qu'on n'en fait pas, on en fait plein. Mais ça va d'en éviter certaines. On minimise le risque à l'erreur. Et ce que tu dis résonne énormément pour moi, personnellement, qui suis aussi associé avec des académies. Et je vois aussi à quel point, comme tu disais, hein, c'est un changement de vie quand tu passes du monde de la recherche au monde de l'industrie et qu'il y a une nécessité d'adaptation, d'apprentissage qui peut convenir ou non. Et là-dessus, j'en sais pas, parce que peut-être que des académiques nous regardent et ont un super projet sur lequel ils voudraient justement peut-être lancer, faire sortir du laboratoire. Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Déjà de se renseigner et d'en parler. Parce que nous, comme beaucoup d'instituts, il y a beaucoup d'initiatives aujourd'hui qui sont très très bien pour ne serait-ce sensibiliser les équipes de recherche, les chercheurs, à qu'est-ce que ça veut dire de valoriser. Parce qu'il y a plein de façons de valoriser son innovation, que ce soit en transférant à un groupe existant, une PME, une ETI, un grand groupe, ou de créer une start-up. Alors c'est très à la mode, c'est très médiatisé de créer une start-up, mais dans la grande majorité des cas, c'est pas forcément la meilleure façon d'arriver sur le marché. Parce que s'il y a déjà une ETI ou une PME française, européenne, qui a déjà l'accès au marché, qui a déjà le portefeuille client et le savoir-faire, c'est sans doute plus intelligent d'aller transférer son innovation auprès de cette PME plutôt que de recréer une nouvelle entité à partir de zéro. Donc, déjà bien se renseigner sur quelles sont les voies de valorisation. Et là, il y a des acteurs comme nous, comme les organismes de valorisation, qui peuvent faire beaucoup de pédagogie sur qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire de s'engager dans une voie de transfert à un industriel existant? Qu'est-ce que ça veut dire de s'engager sur une voie de création d'entreprise? C'est vraiment des choses... faut débroussailler un peu le terrain. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, ne pas hésiter à tenter, quoi. Si effectivement, il y a un plan de
de création qui est crédible, tentez l'aventure. Tenter l'aventure. Et ça, c'est du coup, c'est la manière dont les académiques peuvent rechercher. Vous, chez Technofounder, vous avez créé 15 startups, je crois, Ouais. en 10 ans. Ouais. J'imagine que vous avez aussi été chercher des projets spécifiques, spécifiquement. Comment est-ce que vous y prenez? Est-ce Alors, que... je dirais qu'on ne cherche pas forcément des projets très spécifiquement. On a des domaines qui nous intéressent plus que d'autres, Mhm. ou en tout cas des domaines sur lesquels on est plus crédible que d'autres, Mhm. parce on commence à avoir un petit peu d'expérience ou d'expertise. Mais c'est plutôt qu'on travaille en très bonne collaboration avec justement ces organismes de transfert, avec qui on revoit régulièrement l'ensemble des innovations qui ont été identifiées dans le laboratoire. Et là-dessus, quelque part, on regarde, ok, celle-ci nous intéresse, on comprend le marché, on comprend le besoin, creusons ensemble, c'est un tel, un tel, un tel. Parce que eux aussi ont une connaissance justement de la volonté des chercheurs, de leur maturité. Est-ce qu'ils en sont à se poser des questions? Est-ce qu'ils en sont à, ok, ils savent qu'ils veulent transférer, et qu'ils veulent être opérationnels, ou ils savent qu'ils veulent faire le transfert et être opérationnels dans la société. Ouais. Les organismes de transfert ont un vrai rôle à jouer là-dedans qui est critique, hein. Donc on travaille plutôt main dans la main avec ces organismes-là. On ne va pas frapper à la porte de chaque laboratoire. On aurait matériellement pas le temps, en fait. Ça sera assez compliqué, ne serait-ce que logistiquement, oui. Même si c'est toujours passionnant, hein. Nous, on adore la science. À la fin, au début, on est quand même tous dans le studio, des ingénieurs avec une vraie excitation vis-à-vis de la science. C'est ça qui nous intéresse. C'est vrai que tu l'as pas dit, que tu es humble sur le sujet. Vous avez tous les trois fait l'X, il me semble, X, McKinsey, donc une vraie expérience d'un point de vue technique et d'un point de vue business derrière pour driver. Oui, même si on n'a pas la prétention d'être... les chercheurs sont toujours bien meilleurs que nous scientifiquement, parce que c'est leur domaine, et tous les domaines, donc, aujourd'hui, chaque domaine scientifique, c'est très très difficile de se maintenir à la pointe. Par contre, être capable de, quelque part, parler le même langage et décrypter la science, et d'en estimer à la fois les côtés exceptionnels d'une innovation et les limites actuelles, et du coup, quelles sont les manières de surpasser ces limites, ou de les avoir bien identifiées. C'est ça la valeur, en réalité, hein, plus que... c'est pas une boîte noire. En tout cas, si c'est une boîte noire, on n'arrivera pas à se convaincre qu'il faut faire quelque chose, mais c'est rarement une boîte complètement noire. C'est rarement une boîte complètement noire. Et justement, alors sur ces boîtes qui sont pas complètement noires et sur lesquelles vous avez décidé d'avancer, il y en a 3, tu disais, dans le domaine agricole. Est-ce que tu peux nous en dire plus, du coup, sur celle-ci? Oui, alors déjà, de manière générale, à commencer dans le détail des 3, déjà dans le domaine agricole, ce qui nous intéresse en particulier, parce que c'est très vaste, hein, c'est comment mieux produire. Comment on fait en sorte que les exploitations agricoles, gagnent mieux leur vie, 2, produisent de manière encore plus saine que ce qu'elles peuvent faire aujourd'hui, et de manière résiliente, en conciliant à la fois les enjeux économiques et les enjeux écologiques. Surtout jamais oublier l'enjeu économique, parce que, quelle que soit l'innovation, si ça ne fait pas gagner d'argent à l'agriculteur, ça va être certain qu'elle ne sera pas adoptée. On peut le décorer, mais en réalité, on n'arrivera pas à la faire adopter dans un temps très court. En tout cas, ce n'est pas notre rôle à nous. Donc, il faut vraiment concilier ces deux aspects-là. Une fois qu'on a dit ça, notre objectif, c'est de mettre sur le marché des produits, je le dis avec mes mots, hein, mais qu'on sera fiers, oui, en tout cas qu'on n'aura aucun mal à expliquer à nos enfants dans 15 ans. C'est notre façon à nous de décrire notre impact. C'est toujours difficile de décrire l'impact d'une société early stage, quand très jeune, et en particulier en agriculture, parce que finalement la métrique à mesurer, elle peut beaucoup changer le premier mois, les 6 premiers mois, au bout de 3 ans. Et en fonction de l'échelle que tu passes, on peut avoir envie de regarder des choses différentes. Voilà, c'est très difficile de tout hocher à des chiffres de l'impact. Le carbone n'est pas toujours la bonne mesure, des fois la biomasse n'est pas forcément la même mesure, des fois ça l'est, bref, ça peut être compliqué. Mais on cherche à avoir des solutions qui ont un impact positif. Il ne faut pas que ça détruise le monde dans lequel on vit. Et donc là-dessus, on en a créé 3. 2 qui ciblent plutôt la réduction de produits phytosanitaires, en tout cas la meilleure utilisation de produits phytosanitaires, que ça soit en conventionnel ou en bio, hein. Et une 3e qui est dans la production de légumes. Donc fruits et légumes, et essentiellement légumes. Donc les 2 premières, qui s'appellent UV Boosting et Bliss, qui visent à mieux utiliser les produits phytosanitaires avec 2 approches très différentes. UV Boosting, c'est une solution de réduction des produits phytosanitaires pour aider les viticulteurs et maintenant plus largement les arboriculteurs à lutter contre l'oïdium et le mildiou, qui sont deux maladies assez importantes sur la vigne. Comment UV Boosting s'y prend? On flash les vignes avec des UVC,
C'est une innovation qui est issue de l'Université d'Avignon, qui a été développée par des chercheurs brillants et qu'on a fait passer à une échelle qui permet de le déployer dans des champs à grande échelle. Et ça vient, quelque part, c'est un équipement agricole qui est tiré vers un tracteur ou accroché à un enjambeur, qui vient flasher les vignes et préparer, stimuler les défenses naturelles des plantes, les pieds de vigne, hein, de manière à ce qu'elles puissent se protéger ou se défendre vis-à-vis de ces champignons de manière très efficace quand ça arrive. C'est assez fou là, la manière dont je me l'imagine. C'est presque, je caricature volontairement, mais c'est parce qu'on prend en photo de vigne pour la booster. Ouais. Et derrière, elle met. Ouais, c'est quasiment ça. Dans la réalité, en fait, quand on dit flasher, c'est parce qu'en fait, on expose la vigne à un court moment de rayonnement. Dans la réalité, en fait, la lampe, elle est allumée tout le temps et c'est le tracteur qui bouge. Donc, la vigne, elle, voit en flash, mais en fait, la lampe, elle est allumée tout le temps. Ouais. Et en termes d'usage, du coup, à quel moment est-ce qu'il faut le faire et tous les combien de temps sur la vigne? Il y a différents types de protocoles. Je ne veux pas dire de bêtises, donc je ne vais pas donner comme ça des moments très précis. Mais l'équipe se saurait bien mieux je veux dire que moi. Il y a plusieurs moments clés dans la saison, post ou pré-floraison, etc. De manière, voilà. Et l'équipe travaille beaucoup depuis des années maintenant à documenter les bons protocoles et les performances de différents protocoles de traitement, de manière à, limiter le nombre de passages, c'est quand même un enjeu important pour les exploitants, et maximiser la performance en réalité. Donc, projet passionnant, ça c'est une innovation qui est quand même assez disruptive parce que ça demande un changement de pratique quelque part agricole. Hein. Donc, les premiers qui nous ont fait confiance sur ces sujets-là étaient des exploitants assez avant-gardistes. C'est toujours complexe hein, parce qu'il faut prendre le temps, il faut que les exploitants aient suffisamment de réassurance pour comprendre qu'ils ne prennent pas de risques avec leur principal actif qui est leur vigne, hein, leur terrain. Ils n'ont pas envie de le mettre en risque, donc c'est complètement compréhensible et normal. Hein. Donc ça, c'est un vrai enjeu. Et il y a cet enjeu de temps long de prototypage parce que on prototype chaque saison. Chaque saison, on peut améliorer la machine, améliorer les protocoles. Et puis, il y a des saisons dans lesquelles le pathogène n'est pas présent ou très peu présent. Donc, quelque part, on a des résultats qui ne sont pas forcément très exploitables. D'autres années où ça marche très bien. Il y a des années où ça marche très bien, mais pour une raison X ou Y, le produit n'a pas été bien utilisé. Ce qui est entre guillemets, assez commun à toutes les innovations agritech, on pourra y revenir. Du coup, c'est passionnant de développer des projets comme ça. Il faut avoir les reins solides pour tenir assez longtemps. Il faut avoir l'air assez longtemps. Et tu le disais très bien aussi en off tout à l'heure, où tu disais un agriculteur, il a 40 occasions dans sa vie de tester des nouvelles innovations. Il va pas prendre de risques. Il veut en termes d'adoption, il veut dès le début être sûr que ça va fonctionner parce qu'il peut pas se permettre de faire une erreur ou de prendre la mauvaise. Oui, en tout cas, il faut que le risque soit bien borné. Moi, j'ai mis du temps. Maintenant, ça me paraît évident, mais effectivement, j'avais pas forcément ça en tête au tout départ dans les premiers projets agri auxquels j'ai pensé. On se rend pas vraiment compte de ce nombre d'essais en réalité qu'on a par rapport à beaucoup d'autres industries où quelque part, on peut quasiment tester des nouvelles innovations toutes les semaines. Et puis, s'il nous plaît pas, on change. Les logiciels, ça va très très vite. On peut changer de logiciel de messagerie en une semaine. C'est en réalité pas le sujet. Ou d'app de livraison, de quoi que ce soit. Et dans l'agriculture, comme dans d'autres domaines aussi, hein, c'est vraiment pas du tout ça. C'est-à-dire que l'agriculteur, non seulement il n'a pas énormément d'essais dans sa vie, mais en plus de ça, chaque essai peut mettre en risque son gagne-pain. C'est pas anecdotique. Quand on te propose une nouvelle solution qui va impacter ses sols ou impacter ses plantes, la vigne en particulier, on ne peut pas le faire s'il y a le moindre risque que sa plante, sa prod sur l'année ou sur les années à venir. Donc voilà, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à faire, qu'il y a des instituts qui aident à cadrer ça, on va le faire sur des petits bouts de parcelles, etc. Et donc il faut bien comprendre qu'il faut un temps relativement long pour se rassurer soi-même qu'on n'est pas en train de vendre de la poudre de pain, et rassurer les exploitants, les utilisateurs que ça fonctionne et que ce n'est pas dangereux et que ça va pas mettre en risque leur exploitation et il faut y aller progressivement, quoi. Et sur ces aspects-là, parce qu'effectivement, je pense que toutes les personnes sur la Vitech le ressentent. Vous, avec votre apprentissage, comment est-ce que vous y prenez du coup pour convaincre? Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne moins bien? Est-ce que c'est pour nous convaincre et convaincre le reste du monde? On va essayer de faire comme ça. Déjà, on essaye d'être très prudent sur les trajectoires réalistes d'accès au marché. C'est-à-dire que sur le temps qu'il va falloir pour accéder au marché, comment dimensionner une équipe de manière à ce que
il puisse y avoir des progrès techniques, parce on va avoir besoin de faire des itérations de prototypage, réglementaire et autres. Quelle est la bonne équipe pour réussir à le faire, mais qui soit pas trop importante, de manière à ce qu'on puisse effectivement tenir avec des fonds relativement limités pendant plusieurs années. Parce que moi, c'est super quand il y en a qui y arrivent, mais je suis toujours assez prudent sur des énormes levées de fonds qui derrière donnent l'impression que la boîte a beaucoup d'énergie, beaucoup de capacité, recrute des énormes équipes, et en réalité derrière, tu peux pas accélérer la saison agricole, hein. Il faut toujours 4 ans, 4-5 ans. Si tu as 80 ingénieurs sur ta payroll, ou 2 ou 10, pas la même chose. Enfin, tu tiens plus ou moins longtemps. Et puis, or, à un moment, les investisseurs qui ont mis l'argent dans ces jeunes entreprises attendent un retour. Donc, si tu dimensionnes pas correctement cette équation-là, tu peux vite te retrouver dans certains pièges où tu dois arrêter l'activité, pas par manque de résultats, mais juste par manque d'attractivité financière. Alors ça, c'est le pire, du coup, parce que tu as zéro impact. Ça, c'est le pire. Et complètement, le fléchage des capitaux vers l'agritech, c'est un sujet aujourd'hui. Ouais. Vous, chez TechnoFounder, vous avez eu plusieurs occasions de faire des levées de fonds, vous avez été confronté à cette expérience en certain nombre de fois. Pour toi, où est-ce que tu vois les challenges dans ce domaine-là, les opportunités aussi, ou comment est-ce que tu ressens cette dynamique? Déjà, c'est très compliqué de lever des fonds dans l'agritech, je trouve. Moi, j'ai toujours trouvé ça très, très difficile de lever des fonds dans l'agritech parce que il y a quand on est réaliste, il y a un temps long dans l'agritech. Donc, on peut pas, si on est honnête, on peut pas promettre des retours rapides. C'est pas possible. Heureusement, certains investisseurs sont à la recherche de projets qui ont un impact, font du sens, et ont compris que l'agriculture, c'était plutôt sur du temps long, voire très long. Mais du coup, naturellement, ça concerne qu'une petite partie des capitaux, des investisseurs potentiels. Beaucoup de projets cherchent à attirer ces nouveaux investisseurs, donc c'est très compétitif, quoi. C'est très compétitif, donc il faut s'armer de patience pour lever des fonds dans l'agritech. Après, je pense qu'il y a énormément de très belles opportunités, parce que fondamentalement, l'agriculture, c'est ce qu'on mange, hein. Donc c'est quelque part un peu qui on est. Mais non, c'est ce qu'on mange, ça a un impact phénoménal sur notre vie, sur le développement de nos sociétés, etc. Par contre, ça demande une compréhension quand même assez fine de ce qu'on est en train de faire, du sous-jacent. Et aujourd'hui, il n'y a pas forcément beaucoup d'équipes ou de gens très experts des domaines, hein, des domaines agricoles, parce que c'est très différent. La grande culture, la vigne, le maraîchage, la transformation, tout ça, et c'est des métiers complètement différents à chaque fois. Donc on peut vite faire des analyses un peu trop rapides. Donc déjà, il faut vraiment prendre le temps de, savoir ce qu'on est en train de raconter, de trouver les investisseurs qui ont aussi déjà commencé à comprendre le sujet agricole, comprendre les risques qu'ils prennent, et qui sont capables eux-mêmes de comprendre pourquoi la solution a un intérêt, et les risques d'adoption ou de non-adoption de ces solutions-là. Et je pense qu'il y a des opportunités terribles, parce qu'aujourd'hui, la résilience alimentaire, c'est un sujet qui est ultra prégnant. On le voit à chaque crise, c'est de plus en plus prégnant que nos systèmes sont à la fois très efficaces. C'est quand même ultra efficace, hein, notre système agricole aujourd'hui, mais sur certains aspects assez fragile. Donc on a besoin de continuer à innover. Je pense qu'il y a une opportunité assez dingue, parce que les agriculteurs et les exploitations agricoles en général adoptent facilement la technologie et les innovations. À partir du moment où ça fonctionne, que ça fait gagner de l'argent, et que c'est intelligent. C'est très pragmatique, hein. Comme c'est un domaine dans lequel la valeur ajoutée des produits de base n'est pas forcément très élevée, on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Il faut vraiment être sûr que l'innovation apporte de la valeur à l'exploitant. C'est ça ce que tu me disais, tu parlais d'analyse rapide, tu me disais tout à l'heure qu'effectivement l'agritech avait aussi, on va dire, subissait peut-être une mauvaise image liée à des analyses trop rapides qui a été faites, notamment peut-être en permaculture ou dans d'autres choses par le passé. Après, il peut y avoir plein de je suis d'accord, je partage ça, mais il faut quand même pas hésiter à prendre du risque. Si on prend pas de risque, enfin, si on se dit que dès qu'il y a un échec, on abandonne, on n'y arrivera pas, comme dans n'importe quel secteur innovant. Je pense qu'il faut être mesuré dans les risques qu'on prend. Moi, j'aime l'idée de pouvoir bien capitaliser les sociétés innovantes, mais peut-être de manière assez progressive, de manière à ce qu'on leur apporte beaucoup de capitaux quand elles ont effectivement prouvé qu'il y a un marché et que leur produit répond vraiment à une demande. C'est toujours un pari, c'est toujours très difficile à estimer pour tout le monde, y compris, parce on essaye toujours d'avoir
3, 4, 5 ans d'avance sur le besoin, sur en tout cas le moment où le besoin sera vraiment un besoin de marché. Donc c'est toujours un pari. Maintenant, du coup, ce pari, on essaie de le rendre le moins aléatoire possible, en essayant de comprendre quand même réellement comment ça fonctionne, quels sont les vrais drivers de la production agricole. Le soleil, l'eau, la fertilité des sols, tout ça, c'est des choses très complexes, en réalité, on a besoin de bien comprendre pour comprendre est-ce que les technologies sur lesquelles on investit ou les sociétés sur lesquelles on investit ont un avenir, vont pouvoir passer à l'échelle ou pas, quelles sont les conditions pour qu'elles passent à l'échelle. Donc il y a à la fois cet aspect très produit, technique, et compréhension du sol, du vivant, et peu de gens ont ces connaissances-là, en réalité. Il y en a, hein, il y en a beaucoup, mais sur l'ensemble des gens qui flèchent des capitaux vers l'innovation, il n'y en a pas tant que ça. Et puis il y a un autre aspect, c'est qu'il faut aussi bien comprendre la limite de marché. Ces produits agricoles, comment ils arrivent jusqu'à nos assiettes. Nos assiettes ou d'autres usages, hein. Il n'y a pas que l'alimentaire. Mais, et ça aussi, c'est des milieux complexes qui fonctionnent pour la plupart bien, dans lesquels je pense, en tout cas moi c'est ma perspective, faut pas arriver avec trop d'idéologie parce que sinon, en fait, on capte pas forcément bien, ou en tout cas on se laisse leurrer vers ok, demain tout le monde va manger des produits locaux, etc. En réalité, il y a quand même des drivers de coûts, de prix qui sont les plus importants. Voilà. Faut une bonne compréhension aussi de l'écoulement entre l'exploitation agricole et le consommateur final. Pareil, ça demande un peu d'expérience. Encore plein de métiers, moi je continue à apprendre énormément de choses encore aujourd'hui. Et c'est là aussi où voilà, il y a un vrai rôle à être entouré. On en parlait un peu tout à l'heure en off. Je dirais que dans cette phase de création, il faut vraiment s'entourer de gens qui ont déjà une expérience forte, soit dans la distribution, soit dans la production, idéalement les deux, pour essayer de minimiser les bêtises. Toujours chercher à minimiser Ouais. les erreurs et maximiser l'expérience que tu as autour. Alors, je t'ai fait digresser beaucoup sur tout l'écosystème de manière globale, mais qu'on parlait du coup des différentes startups que tu crées. C'est vrai on en a fait qu'une. Ouais. On a commencé par Heavy Boosting, quoi, qui fait du traitement pour la vigne. Stimulation de défense naturelle, donc très disruptif, temps d'adoption relativement long, mais promesse de réduction de phytosanitaire d'environ 50-60% qui est fantastique. À côté de ça, on en a une deuxième qui aussi adresse le marché de la viticulture, c'est Bliss EcoSpray, qui fait de la pulvérisation ultra confinée. Donc c'est, tu vois comment fonctionne un pulvérisateur, donc ça pulvérise des produits phytosanitaires. Alors peut-être certaines personnes qui me regardent. Alors c'est comme des buses qui envoient des gouttelettes de produits. Alors il y a des produits conventionnels, donc phytosanitaires classiques, des produits en bio. Donc la pulvérisation en soi, on peut pulvériser tout un tas de choses qui sont plus ou moins efficaces et plus ou moins nocives pour l'environnement, mais il faut bien garder en tête que aujourd'hui, les agriculteurs, ils n'ont pas pour objectif de polluer et ils ont pour objectif de produire. Donc, toute solution qui les aide à mieux produire, ils adoptent en réalité. Donc, la pulvérisation va continuer à être un enjeu important, et donc avoir des meilleures pulvérisations est un enjeu important. C'est ça que fait Bliss EcoSpray. En fait, on vient encapsuler les gouttelettes de pulvérisation dans un flux d'air qui fait que le produit est beaucoup mieux appliqué sur la plante. C'est plus performant et ça réduit de 90% ce qu'on appelle la dérive, c'est-à-dire la quantité de produits qui se retrouvent dans les sols. C'est de là que vient une partie de la pollution. Ce qui a énormément d'un intérêt pour les agriculteurs eux-mêmes, déjà en termes d'usage, et pour leur sol, hein, en réalité, qui est leur principal actif. Donc, super innovation. Pour le coup, un peu moins disruptif que les boostings, plus facile à adopter, donc un temps de mise sur le marché plus court, des tests, entre guillemets, c'est plus facile de se rendre compte de l'impact, même visuellement, on le voit tout de suite. C'est une société plus jeune dans notre portefeuille, portée par Mathilde Guichat de la CEO, qui est super. Donc voilà, on est au début de l'aventure encore sur Bliss, mais ça fonctionne plutôt très bien pour l'instant. C'est top, et ça permet de faire cette transition, comme tu m'en parlais tout à l'heure, où tu commences avec une complémentarité entre boosting et celle-ci, où tu passes sur les usages actuels pour ensuite permettre une transition progressive, pour ensuite aller sur un changement des usages plus global. Je pense qu'en fait, nous, on est assez convaincus qu'il faut des solutions dans les deux domaines. Il faut des solutions à la fois qui préparent le monde d'après-demain, et il faut des solutions qui aident le monde d'aujourd'hui. Quelque part,
si l'innovation ne parie que sur des solutions ultra disruptives, elles ne seront pas adoptées. En tout cas, on n'aura sans doute pas le temps de les adopter ou pas les moyens de les adopter. Donc, en tout cas, selon nous, il faut être capable de faire les deux. Mais par contre, il faut que ça aille dans le bon sens, quoi. Il faut que ça aille dans le bon sens. Et du coup, on en arrive à Neopharm aussi. Oui, la troisième, enfin pas dans l'ordre chronologique, non, vraiment, mais la troisième société en agriculture de notre portefeuille s'appelle Neopharm. Donc là, l'objectif, c'est de produire des fruits et légumes bio localement. Sur la base, il y a deux genres hein, sur Neopharm. La partie agronomique et la partie robotique. En gros, on met en œuvre des pratiques agricoles dites agroécologiques ou maraîchage dur intensif. En gros, ça, c'est vieux comme le monde. C'est en gros des pratiques agricoles qui visent à produire des légumes de manière très diversifiée, très dense, très densifiée, de manière à avoir plusieurs choses. Un, des rendements au mètre carré qui sont très élevés, parce qu'on produit sur un même mètre carré de terre plusieurs espèces simultanément ou de manière concomitante. Donc ça a plein d'intérêts, ça, notamment le fait que ces espèces peuvent se protéger les unes les autres, et le fait que, quelque part, on va maintenir la fertilité des sols sans avoir besoin d'avoir recours à des intrants de synthèse. Et ça c'est pour ça que c'était le modèle dominant jusqu'au début du XXe siècle. C'est qu'en fait, ça permet d'avoir une production agricole très dense, qui ne demande pas des dizaines d'hectares, et qui ne dépend pas de chimie, puisque ça n'existait pas début du XXe siècle. Le gros inconvénient de ce type de modèle, c'est pour ça qu'ils ont été abandonnés en tout cas réduits, c'est que ça demande énormément de main-d'œuvre. Or aujourd'hui, cette main-d'œuvre, elle n'existe plus. On n'arrive plus à la trouver ou elle coûte trop cher. Je te coupe, mais un autre avantage que tu n'as pas dit pour les avantages, c'est aussi la diminution du risque en cas de perte. Oui. Oui, il y a aussi effectivement, d'autres avantages. Typiquement, quand chez Neopharm, les micro-fermes produisent environ une trentaine d'espèces différentes. Effectivement, quand on a un ravageur sur une espèce, ça n'impacte pas 90% de notre chiffre d'affaires. Donc, c'est effectivement une forme de résilience importante. Mais le principal axe, c'est de dire, grâce à ces modèles-là, ils permettent de produire des légumes, et donc des calories alimentaires, sans dépendre de calories fossiles, sans dépendre de l'extraction du méthane ou du pétrole, ou en tout cas de diminuer très fortement cette dépendance-là. Pour la première fois en un siècle, presque, de décorréler C'est l'objectif, c'est la mission qu'on s'est donnée, et on pense que c'est possible. Et alors comment on y arrive? Parce que pour faire ça, il faut réussir à passer à l'échelle et que ça reste pas des choses assez anecdotiques. Il faut résoudre ce problème de main-d'œuvre, en réalité, d'intensité de main-d'œuvre. Et donc, c'est là qu'on a créé Neopharm en associant un modèle agricole très performant, mais trop gourmand en main-d'œuvre, à une solution à la fois robotique, hardware et software, qui vient aider les maraîchers à réaliser un certain nombre de tâches. Donc, ça diminue juste le nombre d'heures manuelles nécessaires. Ça ne le met pas à zéro. Hein. C'est pas des fermes où on a que les robots autonomes qui font tout, parce qu'il y a beaucoup de tâches qui seraient trop complexes aujourd'hui à robotiser intégralement, comme certaines récoltes par exemple. Donc le robot vient aider dans la préparation des sols, l'implantation des cultures, le désherbage, etc. Et toute la partie software, logiciel, vient aider au pilotage de ces exploitations parce que c'est des systèmes très complexes d'un point de vue agronomique. Il y a plus d'une trentaine d'espèces à planifier ou à replanifier au cours de la saison, donc des tâches très variées à effectuer chaque jour, chaque semaine, sans oubli, et qui s'ajuste en fonction de la demande, de la météo, de la maturité réelle des cultures, etc. Tout ça, ça devient vite très complexe à gérer, et donc on a développé toute une partie logicielle qui aide à l'exploitation de ces sites de production. Donc ça coûte pour l'instant, aujourd'hui, on touche du bois, ça fonctionne bien. On fait 3 démonstrateurs industriels qui produisent quelques dizaines de tonnes, et là on a en perspective de passer à une échelle un peu plus importante d'ici la début de l'année prochaine. Touche du bois. Voilà, en fait, vraiment l'objectif c'est de réussir à passer à l'échelle un modèle de production de légumes qui soit économiquement intéressant parce que ça fait gagner ta marge à l'exploitant agricole, et donc la marge c'est pas pour enrichir les actionnaires, c'est surtout pour que ces exploitations soient pérennes dans le temps, et donc il y ait les moyens de payer correctement les maraîchers qui y travaillent, et juste soient encore là dans 15 ans ou 20 ans. C'est ça l'objectif principal, et derrière, qu'ils soient capables de dire, on a une production en France qui est résiliente, qui n'est pas corrélée au coût de l'énergie. Ça, c'est ce qui m'excite dans la trajectoire à long terme d'une société comme Neopharm, c'est de dire,
on aura gagné si, quand le prix de l'énergie bondit de 25%, le prix de notre aliment, de nos légumes, ne bondit pas de 25%. Il ne bondira jamais de zéro, parce qu'à la fin, il y a toujours un effet d'inflation sur les personnes, sur la main-d'œuvre, toujours, et un peu sur le coût de l'énergie. Mais on aura gagné si on arrive à faire ça. On aura gagné d'un point de vue sociétal, quoi, tu vois. C'est super passionnant. Mais il reste plein de défis à résoudre. Donc, faut quand même rester on essaye de rester assez humble. Il y a plein de modèles différents qui tentent de résoudre le même enjeu, là, de résilience alimentaire. La voie qu'on a choisie avec Neopharm, c'est une des voies possibles avant de dire que ça fonctionne et que ça peut radicalement changer le monde. Nous, on y croit, évidemment, mais on reste assez prudent. Il nous faudra encore quelques années avant de se dire que c'est une solution magique qu'on peut déployer sur tout le territoire. C'est certain, il reste plein de choses à faire, mais la mission et la vision est extrêmement importante et excellente. Je parle de résilience alimentaire, aussi des aspects de souveraineté, donc de stabilité pour les différents pays producteurs, qui sont finalement importants pour chaque pays, pour chaque pays du monde. Et un autre aspect une autre dimension que tu n'as pas assez mis en valeur, je trouve, c'est aussi l'aspect humain du projet vis-à-vis des maraîchers, qui leur permet, on va dire, de vivre de manière beaucoup plus sereine. Alors, l'objectif, ça reste, je suis d'accord, et je vais te préciser un petit peu. Moi, ce qui m'a motivé au tout départ pour lancer ce projet, c'est la perspective de dire, j'aimerais bien que mes enfants puissent, dans quelques années, se dire, travailler dans la production de légumes, c'est aussi attractif que de l'aller travailler dans d'autres industries rémunératrices. Ce qui n'est pas toujours évident aujourd'hui, en tout cas sur la partie production. Et donc ça suppose de pouvoir avoir des exploitations qui sont organisées, je dirais, de manière industrielle dans le bon sens du terme, et qui rémunèrent de manière correcte, qui rémunèrent aussi sous forme de CDI, où on peut prendre des vacances, où on peut avoir une certaine stabilité de ses revenus. C'est un vrai challenge. Après, nos maraîchers, à la fin, c'est la production agricole, donc on doit pouvoir bien les rémunérer, surtout bien les rémunérer dans le temps. C'est vraiment l'objectif avec Neopharm. À moins qu'on se mette à acheter nos tomates 150 € le kilo, un maraîcher ne sera jamais rémunéré comme un banquier d'affaires, hein. Et c'est pas forcément l'objectif de vie d'ailleurs de tous ces gens. Mais par contre, l'objectif pour nous, c'est de pouvoir avoir des maraîchers qui travaillent dans un environnement sain, sans produits phytosanitaires, qui travaillent sur des tâches à valeur ajoutée très satisfaisantes, en fait, qui font des bons produits et qui nourrissent les écoles, les citoyens autour d'eux. C'est hyper valorisant, en fait, quand ils pensent. Et qu'ils soient payés suffisamment pour le faire, pour pouvoir prendre des vacances, pour pouvoir se loger à côté de leur lieu de travail, etc. Ça, c'est ce qui est important. Donc, c'est ça la promesse. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire dans les prochaines années, quoi. Dans les prochaines années. Et je débunk un commentaire que je pense voir venir sur le travail. Aujourd'hui, côté maraîcher, il n'y a pas assez de personnes pour faire les jobs qui sont déjà existants. Dans les 10 ans à venir, on va perdre 40% des agriculteurs qui partiront à la retraite en France. Donc, il y aura un besoin de produire avec moins de personnes, et tu apportes aussi une solution à ces challenges-là qui arrivent, si mon intuition est la bonne là-dessus. Alors, oui, tu as raison, effectivement, on manque de main-d'œuvre, on manque cruellement de main-d'œuvre, parce que ces métiers ne sont pas forcément suffisamment attractifs aujourd'hui. Donc, notre enjeu, c'est effectivement rendre ces métiers plus attractifs, de former des gens qui sont pas aujourd'hui forcément des professionnels du maraîchage, mais qui peuvent le devenir demain. On a vraiment un vrai volet formation, accompagnement de nouvelles personnes dans cette industrie-là. Et effectivement, la robotique, on entend souvent ce commentaire, hein, on met des robots, ça enlève des emplois. Là, ce qu'on vit, en tout cas sur le terrain à nous, c'est pas ça, hein, c'est plutôt que on n'a pas d'emploi, donc soit on arrête de produire, soit on met quelques robots qui permettent à des emplois d'exister, et donc d'employer des gens sur le terrain. C'est plutôt cette dynamique-là qu'on est aujourd'hui. C'est dans ce sens-là, effectivement. Et toi, du coup, qui es dans cette industrie depuis, je sais pas, 10 ans, 12 ans 8 ans. 8 ans. Enfin, je suis dans une partie de cette industrie, hein, j'ai pas la prétention de la connaître en détail. Une partie de cette industrie, mais tu as eu, qui est depuis assez longtemps, pour avoir vu une tendance évoluer, notamment il y a eu la partie post-Covid, pré-Covid, qui forcément, je pense, a eu un certain impact sur les industries. Comment est-ce que tu vois la tendance évoluer sur les challenges et les opportunités à venir? Le besoin sur l'agriculture en général.
Bon, c'est déjà, C'est immense. voilà, c'est une vision qui est la mienne, elle n'a pas la prétention d'être parfaite, etc. Déjà, en France, on a un territoire qui est fantastique parce qu'on a beaucoup de types d'agriculture différents, on a beaucoup de types de production différentes entre la viticulture, la grande culture, le maraîchage, il y a des cultures de spécialité, il y a vraiment à boire et à manger pour tout le monde. Il y a des vrais challenges parce qu'en fait, les exploitations doivent se restructurer. Comme tu le disais, il y a beaucoup d'exploitations qui vont devoir soit se transmettre, soit être reprises par d'autres, et donc ils vont devoir changer leur modèle économique. Je suis très confiant parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui aident dans cette transition-là. Ça, c'est top. Après, il y a eu effectivement l'effet Covid où les gens ont pris conscience de l'importance de la supply chain, chaîne logistique de l'alimentaire. C'est assez vite retombé, hein, en réalité, post-Covid. Je pense qu'il y a une vraie tendance de fond sur les générations sont de plus en plus sensibilisées au fait que l'alimentation de qualité, c'est pas juste pour se nourrir, ça a aussi un impact sur notre santé. Donc, je dirais que de plus en plus, les consommateurs ont envie de manger des produits plus sains et de comprendre d'où ça vient. Après, dans les faits, il faut quand même que ça soit au même prix qu'aujourd'hui. La tendance, c'est pas forcément que les gens sont prêts à mettre plus de budget dans leur alimentation. Donc, à nous de trouver des solutions qui permettent de produire mieux ou encore mieux, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même pas, il y a quand même beaucoup de bons produits, hein, encore mieux et d'être encore plus pédagogue sur la manière dont on produit nos produits alimentaires, maintenant sont rémunérés nos exploitants, d'où ça vient, etc. Pour que les consommateurs puissent faire leur choix, mais avec des produits qui restent très abordables. Ouais, c'est ça l'enjeu. Alors là, je rebondis sur ce que tu dis avec ce qui m'a à l'esprit, c'est pour avoir ta perspective sur le sujet, mais du coup, l'accord qui est en négociation entre le Mercosur et l'Union européenne, qui aurait du coup tendance à apporter plus de produits agricoles qui viendraient de pays sud-américains euh, pour remplacer ou pour compléter les produits européens qui auraient des normes différentes. De quel œil est-ce que tu vois ça dans cette... Je suis pas du tout expert du sujet, donc Juste un titre. je peux potentiellement raconter plein de bêtises, hein. Mais de manière générale, je trouve que se mettre des normes, ça peut être très bien parce que pour le consommateur, ça peut être un vrai gage de qualité. Et ça, je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Maintenant, si le consommateur, on peut lui présenter, il a le droit d'acheter enfin le droit, ou il a la possibilité d'acheter des produits qui n'ont pas les mêmes normes et donc pas les mêmes prix non plus, ben, potentiellement, on peut peut-être tuer nos propres exploitants. Donc on est peut-être en train de faire une bêtise. Après, je suis pas assez suffisamment expert du sujet pour me positionner là-dessus, hein, et puis je pense que c'est très différent sur la partie, comment dire, élevage ou grande culture ou maraîchage, entre les produits frais, donc il y a plein de sujets très différents sans doute, mais globalement, c'est quand même plus sain si tout le monde joue avec les mêmes règles. Voilà, je pense que c'est plus simple parce qu'en plus, le consommateur, parce qu'il n'a pas le temps, c'est pas une question de volonté. Le consommateur, toi, moi, on va dans un magasin, on n'a pas, au mieux, tu vois une petite étiquette, elle est marquée France ou Maroc ou Turquie ou Brésil ou autre chose. Il n'y a pas écrit toutes les normes que ça respecte. Les labels, c'est bien, mais il y en a beaucoup. Donc, je pense que là, on a un vrai rôle. Collectivement, on a un vrai rôle à ce que les règles soient les mêmes pour tout le monde. Que quand on arrive, on fait le choix de ce qu'on achète, et il faut qu'on ait le choix de le faire, mais que ça soit un peu les mêmes règles pour tout le monde, sinon on est en train un peu s'en mettre un peu dans un tuyau industriel, c'est sûr. C'était une petite digression, ouais, je rebondissais là-dessus, mais une chose que tu as dit aussi précédemment qui est très vraie, c'est la chance qu'on a en France aussi d'avoir cette diversité d'agriculture. Et il y a même un point que je veux mettre en avant, c'est j'entends souvent en France, et ça me fait sauter de ma chaise, que on n'a pas de chance, on n'a pas un sol et riche parce qu'on n'a pas d'hydrocarbures, parce qu'on n'a pas d'autre chose, de pétrole, de gaz, etc. Je pense que il faut avoir conscience que le fait d'avoir un sol qui permet d'être fertile, c'est aussi une chance énorme pour un pays, pour une région, et que c'est une valeur qui est pas assez mise en avant et considérée comme telle d'un point de vue souveraineté ou résilience. Mais qu'il a été et qu'il est encore, hein. La France est quand même une puissance agricole assez importante. Il y a des cycles, il y a des variations. On a quand même une qualité de recherche académique en agronomie qui est exceptionnelle, qui a été voilà, orientée dans différents axes en fonction des besoins du pays, etc. Donc, il y a toute une histoire derrière tout ça. On a encore il y a une richesse verte fantastique. On a beaucoup de gens beaucoup de scientifiques, d'agriculteurs, de politiques qui sont très conscients des enjeux et qui sont très volontaires, qui mettent beaucoup d'énergie à trouver des solutions pour leur territoire. Donc, moi, je trouve qu'on a une vraie richesse là-dessus. On n'a pas,
certes, on n'a peut-être pas beaucoup d'hydrocarbures, mais en fait, moi, mon enjeu, c'est plutôt d'essayer de décorréler la production agricole des hydrocarbures, ce qui va pas se faire du jour au lendemain du tout et qui sera sans doute pas, ça sera jamais une décorrélation complète, hein. On pourrait pas nourrir tout le monde avec une décorrélation complète, aujourd'hui en tout cas. Donc, faut pas dire de bêtises, mais je pense qu'on a des solutions à trouver. Ouais. Et on a cette vraie richesse et ouais, je pense qu'elle pourrait être mieux perçue au niveau européen. C'est pas toujours perçu comme une richesse. C'est mon opinion personnelle que je partage encore une fois. Ça nous regarde comment. En tout cas, écoute, merci beaucoup pour ta perspective. Et j'aurais une dernière question pour toi à te poser, que je pose à chaque fois, Ouais. en termes de partage pour des jeunes générations ou des plus, même pas forcément plus jeunes, mais qui nous regarderaient. Quelle citation tu aurais envie de leur partager et pourquoi? Quelle citation ou quelle citation, je sais pas forcément. Par contre, j'aurais envie de partager que si vous voulez vous lancer dans un sujet agritech ou dans l'agriculture en général, allez sur le terrain pour ne pas être naïf, mais deux, gardez quand même un peu de naïveté pour ne pas voir tous les problèmes qui vont être sur le chemin de la solution. Parce que il faut une petite dose de naïveté pour se lancer. Et après, il faut avoir les reins solides pour tenir jusqu'à ce que soit on s'aperçoive que la solution ne marchera pas, soit qu'elle fonctionnera et qu'est-ce qu'il faut pour qu'elle marche. Donc, gardez un peu de naïveté, mais allez voir sur le terrain. Restez pas dans des bureaux au chaud, allez voir sur le terrain. Garder un peu de naïveté, je trouve que ça un très bon conseil qu'on entend assez peu souvent et qui Bon, après, il faut avoir la naïveté au début et assez vite la confronter sur le terrain. pas garder la naïveté Trop longtemps, voilà, pas garder son temps. En tout cas, merci beaucoup Olivier pour ton temps Et ben, pour merci. ce partage. Merci beaucoup à vous. Et ben merci.